J'étais en cours de physique et le prof me disait, tu sais, les bourdons ne peuvent pas voler. C'est impossible. Aérodynamiquement, ils ne peuvent pas voler. Et j'étais au deuxième étage dans la classe. Je regardais à travers la vitre. Et il y avait un superbe gros bourdon juste en face de moi qui me fixait. Et il faisait quelque chose que ce type disait qu'il ne pouvait pas faire. Je n'ai jamais oublié cette leçon. Et depuis ce jour, j'ai compris qu'il avait raison. Ils ne volent pas, ils sont en lévitation. Alors pourquoi enseigner qu'il ne peut pas voler et oublier de dire qu'il peut défier la gravité? Vous apprendrez en retour. Quand le bourdon commence à battre des ailes, il y a comme une cavité dans son système, une partie creuse. Et alors qu'il bat des ailes, l'énergie commence à y résonner, dans un mouvement de va-et-vient, similaire à l'effet d'un contrute brisant un verre de cristal. C'est la même chose. Ce qu'ils font, c'est de la résonance. Et finalement, ils atteignent la bonne fréquence du champ de résonance autour d'eux. La Terre opère sur une fréquence de 8,5 Hz. Une fois que le Bourbon est calé sur cette fréquence de résonance, alors une bulle magnétique se développe autour de lui, avec laquelle il se déplace où il veut. Mais moi j'ai vu ça nulle part dans les bouquins de science. Et vous ne le verrez jamais non plus. Nous faisons les choses de manière conventionnelle et entre les deux, la différence est énorme. Oups, est-ce le dévoilement interdit d'anciens secrets? Bonjour à tous. Dès le mois de mars, les reines des bourdons qui, sortant de leur hibernation, se mettront à voler au ras du sol à la recherche de fleurs à butiner. Et durant 2 à 3 semaines, toutes ces reines bourdons vont se gaver de nectar et de pollen avant d'aller chercher un nouvel endroit pour nidifier et créer leur nouvelle petite colonie. Avec leur corps massif et leurs petites ailes, elles semblent défier les lois de l'aérodynamisme. Et déjà en 1930, l'entomologiste français Antoine Magnan avait noté que le bourdon, trop lourd pour l'importance de ses ailes, devrait logiquement rester cloué au sol. Et pourtant, comme vous le savez, les bourdons volent. Nous savons qu'ils peuvent se maintenir en l'air grâce à leurs 200 battements d'ailes par seconde. Et chacun de ces mouvements d'ailes se fait en forme de 8. Ce ne sont pas vraiment le battement des ailes qui les ferait voler. Quand le bourdon bat des ailes, il crée autour de lui comme une sorte de cavité creuse. Le battement de ses ailes atteindra une fréquence qui entrera en résonance. Et cette résonance, qui sera amplifiée par la cavité creuse, induira un champ magnétique qui, lui, va générer un champ gravitationnel. En battant des ailes, les bourdons fabriqueraient de la résonance et finiront par atteindre la bonne fréquence du champ de résonance autour d'eux. Comme la Terre vibre sur une fréquence de 8 Hz, une fois que le bourdon se cale sur cette fréquence de résonance, une bulle magnétique va se former autour de lui avec laquelle il se déplacera où il voudra. Il faut une caisse de résonance qui générera un champ magnétique qui deviendra lui-même antigravitationnel. C'est ça qui fait voler le bourdon. Les battements d'ailes du bourdon reproduisent ce que le chercheur britannique autodidacte Thomas Searle avait réussi à obtenir avec de simples aimants qui étaient agencés en cercle et sur 3 niveaux. C'était le fameux générateur de Thomas Searle dont j'avais parlé dans certaines de mes vidéos. Bon, c'est un appareil, lorsqu'il le mettait en route, il générait plus de courant qu'il n'en produisait. Et arrivé à un certain stade, son générateur lévitait, c'est-à-dire il montait carrément dans les airs. Et ce Thomas Searle aurait testé plusieurs de ces disques, et bon, d'après ce qu'ils nous ont dit, lorsque ces disques atteignent une certaine vitesse, du moins les aimants qui sont à l'intérieur, puisque les aimants sont positionnés en forme de cercle, et vous avez 3 niveaux.
plus vous allez vers le niveau extérieur, et plus le nombre d'aimants en cercle augmente. Ce qui se passe, c'est que lorsque le premier niveau s'enclenche, ça crée un champ magnétique. Celui-là, il va se coupler au deuxième niveau du cercle, et ensuite au troisième, ça va créer un champ électromagnétique immense. Arrivé à un certain stade, le champ électromagnétique va générer un champ antigravitationnel. Et à ce moment, l'appareil va s'élever dans les airs et carrément, comme il explique, aller vers l'espace, hein, parce qu'il a perdu 5-6 disques comme ça. Mais bon, comme vous le savez, les travaux de Thomas Searle ont été quand même censurés par le gouvernement britannique. Hein. Et cela, comme vous le savez, c'est à cause des intérêts des compagnies pétrolières qui ne voulaient pas de système de propulsion concurrent à celui des hydrocarbures. Ce phénomène des cavités de résonance qui génèrent des champs antigravitationnels avait été découvert accidentellement par un naturaliste russe du nom de Viktor Grebennikov. Ces recherches qui portaient sur les abeilles et autres insectes volants lui auraient permis de découvrir l'effet cavité structure effect, qu'il appelait CSE. En français, c'est effet des structures cavitaires, par lequel une structure faite de cavités multiples de formes géométriques différentes en 3 dimensions produirait des champs antigravitationnels. Et en 1988, il annoncera une découverte qu'il aurait faite en étudiant notamment la structure de la chitine des insectes, dont le Halictus quadricinctus. Bon, ça c'est une espèce d'abeille de Sibérie, hein, et qui aurait amené à la construction d'une plateforme antigravitationnelle. C'est ce que vous voyez, hein, sa plateforme antigravitationnelle, elle tenait dans cette petite boîte, hein. Là vous le voyez, hein, en lévitation. En lévitation, c'est un montage, bien entendu, puisque lui-même il explique qu'il n'a pas pu prendre de photos lorsqu'il était en lévitation. Donc il racontera qu'il aurait effectué des vols au-dessus de la campagne russe, hein, sur cette plateforme, se déplaçant sans moteur, hein, bien entendu, ni carburant. Hein. C'est que l'effet des ondes de forme générées par ces fameuses structures géométriques qu'il aurait découvertes sur la chitine des insectes. Hein. Les ondes de forme qui étaient générées par certaines structures géométriques de la chitine des insectes, hein, ne produisaient pas simplement que de l'antigravitation. Hein. Elle pouvait aussi altérer le temps, hein, stimuler l'invisibilité et bien d'autres effets. C'est pour cette même raison que le naturaliste russe Grebennikov n'avait jamais voulu révéler l'espèce ou le genre de l'insecte à partir duquel il avait découvert le phénomène antigravitationnel. Il avait entre autres remarqué que les insectes capturés là-bas disparaissaient de ces tubes à essai, hein, des boîtes ou autres contenants, et la plupart sans laisser de traces. Hein. Une fois, un tube s'était écrasé dans sa poche en minuscules morceaux. Une autre fois, il y avait carrément un trou ovale dans le tube de verre, hein, dont les bords avaient du brun comme si c'était de la chitine. Il disait qu'il ressentait souvent une sorte de brûlure dans la poche ou de choc électrique. Hein. Donc il en avait conclu que la structure géométrique de la chitine d'insectes générait une étrange énergie, hein, qui pouvait percer les parois d'un tube à essai. Oui, donc si les insectes arrivaient à quitter les tubes à essai grâce à des trous qu'ils faisaient, c'est qu'ils pouvaient le faire grâce au pouvoir énergétique des formes géométriques de leur quinine, qui se trouvaient sur leur chitine. Et donc à partir de cet instant, ils savaient très bien que c'était une énergie particulière. C'est peut-être pour cette même raison qu'il n'a pas voulu dire quel était le genre d'insecte sur lequel il avait travaillé. Puisque si on peut trouver toutes ces caractéristiques, ça peut aussi devenir comme une sorte d'arme. Oui, ça il l'avait bien compris aussi. Hein. Mais vous allez me poser cette question, comment ce naturaliste russe avait fait cette découverte? Là il nous raconte sa découverte. Hein. Au cours de l'été 1988, il explique alors que j'étais en train d'examiner au microscope les enveloppes de chitine d'insectes avec leurs antennes en forme de plume et la plus fine structure d'ailes de papillon, mon intérêt se porta sur une microstructure géométrique d'un gros insecte. C'était une composition extrêmement bien ordonnée, hein, comme si elle avait été imprimée sur une machine complexe selon des calculs et des plans détaillés très très précis.
Je n'avais jamais observé quoi que ce soit dans la nature, dans la technologie ou dans l'art qui ressemble à cet ornement microscopique géométrique. Cette structure géométrique est en 3 dimensions, hein, je n'avais pas pu jusqu'ici la saisir ni en dessin ni en photo. Et je me posais la question de savoir pourquoi un insecte avait besoin de ça. De plus, à part au moment du vol, cette structure au bas du logement de l'aile n'était jamais visible. Était-ce peut-être la balise d'onde avec mon effet de structure à cavité multiple? Un jour, j'avais décidé de placer le petit morceau de chitine concave sur la lame du microscope pour pouvoir encore examiner ces cellules aux étranges formes étoilées, hein, sous un grossissement supérieur. J'ai à nouveau admiré ce chef-d'œuvre de la nature. Hein. J'avais placé sur le premier morceau et à l'envers, sans y avoir vraiment réfléchi, un second morceau possédant la même structure cellulaire étrange. Et là, le petit morceau s'est carrément dégagé de mes mains et est resté suspendu au-dessus de l'autre morceau sur la lame du microscope pendant quelques secondes. Puis il a fait une rotation vers la droite de quelques degrés, a glissé à droite, a tourné ensuite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et s'est balancé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il est tombé d'un seul coup sur le bureau. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai lié quelques parties ensemble avec un fil, hein, et chose pas facile à faire, hein, et que je n'ai pu réussir qu'en les mettant en position verticale. J'ai obtenu un petit bloc de chitine, hein, à plusieurs couches, hein, et là je l'ai placé sur le bureau. Et ben même un objet relativement plus gros comme une punaise ne pouvait pas tomber dessus. Quelque chose l'avait poussé vers le haut et de côté. C'est quand j'ai fixé la punaise sur le dessus du bloc, observant des choses incroyables, la punaise était devenue pendant quelques instants invisible. Que là, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas une balise, mais quelque chose d'entièrement différent. Je suis devenu encore plus excité. Hein. Lorsque tous les objets autour de moi sont devenus flous et tremblants. J'ai repris mes esprits avec un grand effort en 2 heures et je continue à travailler. C'est ainsi que tout avait commencé. Quand il explique que tout autour de lui devenait flou, c'est que cette chitine devait influer sur l'espace-temps aussi. Parce que là, c'était un petit, comment dire, c'était un tout petit paquet de chitine qu'il avait fait. Si vous faites ça sur vous prenez sur une superficie plus grande, vous allez carrément générer des dérèglements spatio-temporels. Bon, si Victor Grebennikov n'a pas voulu divulguer l'insecte sur lequel il travaille, c'est pour les raisons que je viens de vous dire. Parce que ces formes géométriques génèrent certes de l'antigravitation, mais aussi de l'invisibilité et d'autres réactions. Il explique que lors de certains de ses vols, une fois il était tombé sur le sol, mais bon, comme il a voulu retenir son appareil, il y a un énorme champ énergétique qui s'est orienté vers le sol, qui a creusé comme une sorte d'énorme trou. Donc là, ça l'a un peu intrigué, hein, cette énergie. Il commençait à en avoir un peu peur. Donc c'est pour cette raison, même sa plateforme antigravitationnelle, je crois qu'il avait réussi à la démonter pour que personne ne tombe dessus. Mais bon, d'après ce qu'il nous explique, ce Grebennikov, c'est qu'il semble qu'une autre personne aurait réussi à faire la même chose, obtenir les mêmes effets. Puisqu'il aurait, entre autres, remarqué d'autres trous dans le sol, hein, qui, selon lui, ne pouvaient correspondre qu'à un système antigravitationnel qui était calqué sur le sien. Donc, à ce moment, il savait qu'une autre personne possédait ce genre de système. Mais bon, comme l'énergie générée par ces ondes de forme est très très dangereuse, je pense que ces chercheurs autodidactes doivent recevoir indirectement, indirectement, télépathiquement parlant, des ordres pour qu'ils ne divulguent pas ce genre de technologie, hein, parce que c'est surtout en Russie, ça peut devenir une véritable arme. Bien que ça permet de l'éviter avec un petit objet sans moteur, l'énergie qui est générée par ces ondes de forme est très très dangereuse. On peut en faire une véritable arme. Pour en faire une arme, par exemple, type, vous pointez une arme sur quelqu'un et au lieu de le tuer, vous allez lui envoyer un énorme champ d'énergie, un champ de force qui va le projeter à 2-3 mètres en arrière, comme vous voyez dans certains films de science-fiction.
Ça, vous le voyez aussi dans le film Minority Report. Hein. Vous savez, ils ont une arme. Quand ils tirent, ils projettent la personne à 4-5 mètres en arrière. Parce que l'appareil génère un champ de force qui propulse la personne en arrière. Donc avec ce genre de dispositif, vous pourriez reproduire ce phénomène, je pense. C'est qu'un exemple. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Maintenant, vous savez que les ailes de bourdon ne leur permettent pas vraiment de voler. Hein. En réalité, c'est grâce à une cavité de résonance qui leur permet de léviter. Cette cavité de résonance entre en phase avec la fréquence de la Terre et permet à ces bourdons de voler en réalité.